Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté ce matin aux célébrations organisées par le ministère de Waqf à l'occasion du Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'un des principes du message de l'islam qui a été diffusé par notre exemple bien-aimé et messager, qu'Allah le bénisse et la paix soit sur lui, et de réaliser la coexistence et la paix sociale entre les êtres humains et le droit de tous à une vie décente. De son côté, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gouma, a affirmé que le Saint-Coran a présenté un hadith révélant la grande position du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il a souligné la nécessité de faire la différence entre les constantes et les variables, ajoutant que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a ouvert la porte à la diligence et au renouvellement des variables et des développements dans une large gamme. Pour sa part, le grand imam d'Al-Azhar a affirmé que le monde affronte aujourd'hui des défis et des crises et on a besoin de suivre les sunnas et les éthiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a également souligné que la compassion dont nous avons besoin dans la vie des citoyens et des communautés est une des priorités et des vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le président Assisi a honoré au cours de la cérémonie un nombre de figures honorables dans le domaine de la prédication, dont Dr Ahmed Omar Hashim, l'ancien recteur de l'université d'Al-Azhar. Lors des festivités, un film documentaire a été diffusé sur les efforts du ministère afin de prêcher les vrais préceptes de l'islam. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du Moulid al-Nabawi, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. En cette occasion, le général Mahmoud Tawfiq a également envoyé des messages de félicitations au conseiller Hanafi Ghebeli, président du Conseil des députés, au conseiller Abdelwaheb Abdelrazak, président du Sénat, au Premier ministre Mustafa Madbouli, au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, au ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, au chef d'état-major, le général de corps d'armée Osama Askar, ainsi qu'au ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, et au mufti d'Égypte, Dr Shawqi Allem. Les Égyptiens accueillent samedi prochain le Moulid du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour commémorer ce jour, chaque région a décliné ses propres traditions ou a révélé ses propres traditions. Entre chants soufis, inched ou inched spirituel, récitation des versets coraniques et des vertus du prophète, des soirées artistiques et culturelles aussi ont été tenues, aussi bien que des mets spéciaux. Et à chaque ville, ses mœurs et ses coutumes. Le point. Les Égyptiens accueillent samedi prochain le moulid du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour commémorer ce jour marquant, chaque région a décliné ses propres traditions. Entre chants suffis, inched spirituels, récitation des vertus du prophète, des soirées artistiques et culturelles ont été organisées, aussi bien que de mets spéciaux. À chaque ville, ses coutumes. Les festivités durent d'habitude pour 3 jours d'affilée, sinon une semaine. Des aspects hérités depuis l'époque des Fatimides, les confiseries confectionnées à l'occasion du moulid du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, sont une tradition que les Égyptiens tiennent à garder. En disant confiserie et sucrerie du moulid, il faut tout de suite se rappeler du souk des Helwin, les souks des Beaux, dans la ville de Dessouk, à Kafr el-Sheikh, tout près de la fameuse mosquée de Sidi Ibrahim de Souqi. Là, on excelle dans ce souk. On vend le sucrerie spéciale du Moulid. Cette région est ancienne et remonte aux ères fatimides et ayyoubides, lors desquelles on confectionnait à une grande échelle les confiseries spéciales lors des festivités musulmanes, notamment le Moulid. L'importance du souk de Helwin a augmenté à l'ère des Ottomans, qui ont ajouté leurs propres retouches au souk et ont affiché un intérêt spécial au culte soufi. Le souk de Helwin vend ses confiseries durant toute l'année, mais pendant le Moulid, l'ambiance est tout autre. Joie, liesse, floraison du mouvement de vente et d'achat, spiritualité et recueillement. Les festivités du Moulid ont un autre goût en Nubie,
tout comme les caractères et aspects particuliers de cette région du pays. Chaque maison prépare un plat spécial et se prépare pour cette festivité annuelle, une semaine avant avec joie et liesse. Des chants soufis sont entendus partout. Des jus de tamarin, de girofle et de gingembre avec des dattes, ainsi que des fèves vertes sont servies. Le musulman doit pratiquer et doit prendre part au malheur des autres et recommander d'en faire preuve, ainsi que Dieu l'a prescrit dans le Coran. Plusieurs hadiths du prophète Mohammed abordant la pitié et la bonté du cœur en soulignant la bonne action et l'importance de ces vertus. Forme de la pitié, c'est la pitié n'est que tendresse et sympathie. Elle suscite grâce et bonté, mais elle n'est jamais un sentiment stérile. Le point. La compassion et la piété comptent parmi les vertus du musulman. La piété a pour racine la clarté et la pureté de l'âme. Le musulman doit pratiquer la piété, prendre part au malheur des autres et recommander d'en faire preuve, ainsi que Dieu l'a prescrit dans le Coran. Ceux qui rachètent les captifs, nourrissent en temps de disette un parent orphelin ou un pauvre réduit au dénuement, tout en étant du nombre de ceux qui ont la foi, qui s'incitent mutuellement à la constance et à la commisération. Ceux-là seront les gens de la droite. Plusieurs hadiths du prophète Mohammed abordent la piété et la bonté du cœur, en soulignant l'importance de ces vertus, forme de la piété connaît tendresse et sympathie. Elle suscite grâce et bonté, mais elle n'est jamais un sentiment stérile. Elle se traduit au contraire à l'extérieur par des actes réels, tels que pardon aux offenses, secours aux angoissés, assistance aux faibles, assouvissement de la faim des fameliques, habillement de dénudés, soins aux malades, consolation des affligés, et plusieurs autres actes semblables qui sont tous le fruit de la piété. Voici des exemples qui concrétisent cette qualité. L'imam Bukhari rapporte qu'Anas a dit « Nous sommes allés, le prophète et moi, voir le mari de la nourrice d'Ibrahim, fils du prophète. Ce dernier prit son enfant dans ses bras, le baisa et le flaira. Nous sommes allés encore une autre fois, mais l'enfant était agonissant. Les yeux du prophète se mirent à verser des larmes. Abdurrahman ben Auf lui dit « Toi aussi, prophète de Dieu, tu pleures ?» Ben ouf, dit le prophète, ce sont des larmes de tendresse. Ensuite il dit, les yeux versent leurs larmes, le cœur s'afflige, mais nous nous disons que ce qui plaît à Dieu. Nous sommes bien tristes de ta perte, Ibrahim. C'est une marque d'affection de la part du prophète que d'aller voir l'enfant chez sa nourrice, de l'embrasser et de le flairer. C'est de la tendresse de sa part que de lui rendre visite dans son agonie et de le pleurer. Bukhari a rapporté aussi le fait suivant d'après Abu Huraira qui dit « Un homme poursuivant son chemin éprouva une soif ardente et descendit dans un puits pour se désaltérer. Quand il remonta, il vit un chien haletant de soif, léchant l'humidité du sol. Ce chien, se dit-il, éprouve la même sensation de soif que moi. Alors, il redescendit, remplit sa chaussure d'eau, la prit par la bouche, remonta et donna à boire au chien. Son geste fut agréé de Dieu qui lui accorda rémission de ses péchés. Sommes-nous récompensés, dirent les compagnons, pour les bienfaits dispensés aux animaux? Oui, dit le prophète, tout bienfait à tout être vivant est rétribué. C'est aussi une marque de commisération de la part de cet homme qui prit la peine de descendre dans le puits, d'y puiser de l'eau et de désalerter ce chien assoiffé. Si ce n'était pas la piété qui a ému cet homme, il n'aurait pas agi ainsi. Le mois d'octobre de cette année marque le 49e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre 73, le 6 octobre 73, jour marquant la traversée et la destruction de la ligne de Bar-Lev, qui était comme un mythe avancé par l'ennemi comme étant une ligne inébranlable et une ligne qu'on pouvait détruire. Mais grâce aux astuces des forces armées, la traversée a eu lieu. Il faut dire que l'Égypte, à l'époque, était dirigée par le défunt, le feu président Anwar el-Sadat, qualifié d'être l'homme de la guerre et l'homme de la paix. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le 6 octobre restera à jamais un des jours les plus glorieux de l'histoire de l'Égypte. Il n'est pas seulement considéré comme une victoire militaire, mais aussi
une illustration parfaite de la solidarité du peuple égyptien avec ses forces armées pour recouvrer l'honneur, récupérer le territoire et établir la paix. Il y a 48 ans, en pleine fête juive, l'Égypte et la Syrie attaquent simultanément Israël dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan. Le déclenchement de la guerre d'octobre 1973 est bien la décision du président Anwar el-Sadat, qui avait promis depuis son arrivée au pouvoir en 1970 de rendre à l'Égypte son intégrité territoriale. Le 6 octobre 1973 est une traduction de la politique sage de l'Égypte, de la veillance et de la bravoure de son armée, de la volonté implacable de son peuple qui jouit d'une intelligence optimale. Ce 6 octobre 1973, Israël célèbre l'une des plus grandes fêtes juives, Yom Kippour, le jour du grand pardon. Mais à 14 heures, le ministère israélien de la Défense donne l'alerte. L'Égypte et la Syrie viennent de frapper simultanément. Panique et incompréhension parmi les Israéliens. Rivés sur leur transistor, la surprise est totale. Dans un simple communiqué militaire, l'armée égyptienne prévient qu'elle a traversé le canal de Suez. Le drapeau égyptien est planté au Sinaï. Les chars syriens ont investi le plateau du Golan. Tout ce qui avait fait la force d'Israël depuis 1948 s'effondre en quelques jours. La paix est un sentiment des espérances communes pour les peuples, des mots qui sont fermement ancrés dans les esprits des Égyptiens en raison de leur grande valeur historique. Incarné par le défunt président Anwar el-Sadat, le héros de la guerre et de la paix, le leader de la grande victoire. Mohamed Anwar el-Sadat est né le 25 décembre 1918 au village de Mitaboulkoum, dans le gouvernorat de Monofeya. Affrontant plus tard une vie difficile, plein d'événements passionnants, il était officier de l'armée égyptienne dans les années 40 du siècle dernier, jusqu'à ce qu'il accède au poste du président de la République à une période critique, où l'Égypte a subi un revers en 1967, puis la mort du leader Gamal Abdel Nasser. Dès son accession au pouvoir, il se retrouvait responsable d'un pays qui cherche à récupérer sa terre pour remporter une victoire historique, considérée aussi comme la plus importante à l'époque moderne, le 6 octobre 1973. Grâce à sa décision de la guerre de 1973 et la traversée du canal de Suez, il a pu restaurer la dignité nationale, tout en effaçant les traces de la défaite. Pendant cette guerre, l'armée égyptienne a présenté un héroïsme glorieux et des sacrifices nobles. Sadat était un homme politique brillant qui avait une vision lorsqu'il a décidé d'adopter l'option de la paix en visitant Israël et en concluant le traité de paix qui a établi une nouvelle phase de stabilité et de paix. Quelques années après la guerre d'octobre, Sadat a repris ses efforts pour consolider la paix au Moyen-Orient. En 1977, il s'est rendu à Jérusalem tout en commençant une série d'efforts diplomatiques. Un accord de paix préliminaire, les accords de Camp David, a été conclu entre l'Égypte et Israël en septembre 1978. Pour ses efforts historiques, Sadat a reçu le prix Nobel de la paix en 1978 et le suivi des négociations a abouti à la conclusion d'un traité de paix entre l'Égypte et Israël, le premier entre Israël et un pays arabe, signé le 26 mars 1979. En vertu de cet accord, Sadat a affirmé les droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, dans les frontières de 1967. La destruction de l'infranchissable ligne de Bar-Lev était une chaîne de fortifications construite par Israël le long de la côte du canal de Suez après 1967. Baptisée du nom du chef d'état-major israélien Chaim Bar-Lev, cette ligne était destinée à couvrir un front d'environ 200 km le long du canal. Tous les experts militaires occidentaux ayant visité la ligne Bar-Lev l'avaient jugée insurmontable. Le miracle des Égyptiens commence dans la soirée du 5 octobre 1973, quand des équipes de plongeurs bloquèrent le tuyau avec du béton avant les opérations. Durant la guerre, les Égyptiens ont pu franchir aisément la ligne Bar-Lev grâce à l'élément de surprise et à leur puissance de feu nettement supérieure. Pour franchir les remparts de terre, les Égyptiens utilisèrent des canons à eau faits de tuyaux reliés à des pompes puisant l'eau dans le canal. D'autres méthodes employant des explosifs, l'artillerie ou des bulldozers auraient été trop lentes et demandaient des conditions de travail presque idéales.
Le ministre des Affaires étrangères, président désigné de la COP27, Sameh Choukri, a souligné la nécessité de renouveler les contributions déterminées au niveau national pour renforcer le plan d'action d'atténuation du changement climatique lors de la COP27 et de tenir les promesses qui ont été doublées lors de la conférence de Glasgow pour progresser sur l'objectif global d'adaptation. Choukri a dans ce cadre pris part au forum des pays les plus touchés par les conséquences du changement climatique présidé par le Ghana en marge de la réunion préparatoire à Kinshasa de la COP27. Dans son allocution, le chef de la diplomatie a fait la lumière sur les parties les plus touchées par les conséquences du changement climatique ainsi que sur les défis auxquels elles sont confrontées pour faire face à ces répercussions. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans le cadre de sa visite dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, pour participer à la réunion ministérielle préparatoire à la COP27. Au cours de cette rencontre, M. Choukri a affirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer les relations avec le Congo et à fournir un soutien dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert d'expertise dans divers domaines. Choukri a également transmis au président congolais les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi, louant la grande coordination entre les deux pays qui a abouti à l'accueil par la République démocratique du Congo de la réunion ministérielle préparatoire à la COP27. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.